y a des moments que tu sais qu'il va rentrer pour l'histoire. Rai, footballeur, champion du monde, fondateur il y a plus de 20 ans d'une ONG qui favorise l'intégration par le sport, par l'éducation, par la culture, personnalité engagée. Si je marque, on gagne. Si je marque pas, on perd à une finale inédite. Une légende du Paris Saint-Germain, de São Paulo, le frère de Socrates. Au Brésil, il n'avait même pas d'entraîneur. Donc c'est très mal géré. La preuve, c'est qu'on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques. C'est quoi le défaut de Rai? Jean-Michel Larquet, il dit « Une valeur morale en voie d'extinction dans ce milieu de foot, c'est un seigneur ». J'ai pris mon maillot, c'était une coïncidence incroyable, mon maillot numéro 10. Et quand je vais le mettre, il y a Pelé qui rentre au vestiaire. Le foot, c'est la chose la plus importante parmi les choses qui ne sont pas importantes. Bonjour, bienvenue dans un nouvel épisode donc, de Winning Minds. J'ai la chance aujourd'hui d'avoir avec moi une grande légende du football brésilien, aussi du football parisien, en tout cas une idole pour moi. Merci beaucoup d'être avec nous, Rai. Merci, c'est un plaisir. On va commencer un peu sur votre enfance, sur votre début de parcours. Vous avez grandi avec donc une icône brésilienne, Socrates, en tant que grand frère, un joueur qui est à la fois extraordinaire sur le terrain mais aussi en dehors, intellectuellement très stimulant. Les relations fraternelles impactent significativement votre développement cognitif émotionnel, votre empathie, la régulation émotionnelle, le comportement social. Ça m'intrigue de savoir, vous, comment est-ce que vous pensez que grandir avec Socrates, avec son mélange d'intellectualisme et d'athlétisme, comment est-ce que ça a façonné votre approche à la vie, au football, puis vos désirs, vos ambitions? Bon, merci pour cette question aussi. Ça me rappelle de très bons souvenirs. Moi, je suis le petit dernier des 6 garçons. Ce sont tous des garçons, la pauvre de ma mère. Et ma mère, à l'époque, elle est décédée il y a 2-3 ans. Elle avait déjà 100 ans, donc elle a une belle vie. Et elle se mariait pour son époque assez tard, à 32 ans. Et de 32 ans à 44 ans, elle a eu 6 garçons. Et mon père, c'était quelqu'un d'origine très pauvre. Je n'ai pas pu faire des études, mais c'était quelqu'un de très intelligent. Très, très intelligent. Il fait sa carrière comme fonctionnaire. Donc, il passait des concours parce qu'il était intelligent. Il adorait les livres. Et les 3 premiers enfants, c'était Socrates, le premier. Le deuxième, Sosthène. Le troisième, Sophocle. Donc, il lisait l'histoire grecque, la philosophie grecque. Et il adorait le prénom, il est aussi fasciné par l'histoire de la démocratie et tout ce qu'on connaît. J'arrivais à l'école, j'ai raconté le nom de mes frères, je croyais que c'était normal. C'était pas normal, c'était pas normal. Donc c'était stimulant déjà d'avoir ce genre d'histoire des familles. Parmi les 6 garçons, il y en a 2, un autre s'appelle Raimundo, c'est le 4e. Parce que ma mère, il voulait plus, elle n'arrivait plus avec les noms des Grecs, il disait on arrête là. Et il y en a 2, Socrates et Raimundo, qui étaient d'une intelligence au-dessus de normale. Moi, je me considère quelqu'un d'intelligent, mais lui, il a un QI exceptionnel. Bon, il a joué le foot pro et il fait la médecine. C'est ça. Au même temps, il a fini les universités. Je ne sais pas comment il a fait ça. Et donc, il a fait un parcours qui, après, il est rentré dans la politique du Brésil. Il a fait partie du mouvement de la redémocratisation du Brésil qui vivait une dictature. Raimundo, par exemple, il jouait aux échecs. Et lui, à 16 ans, il est rentré à l'université de médecine. Et à 14-15 ans, il jouait aux échecs avec les frères les plus âgés même, mais avec moi aussi. Mais grandir dans cet environnement, ça aurait pu me traumatiser. Je suis pas comme eux, mais c'était très, très stimulant. Et il y a eu le côté sportif donc j'ai commencé à découvrir mes talents. Je jouais au basket. Et jusqu'à 13 ans, je jouais au basket, au foot, mais j'étais beaucoup plus joué au foot, même si je jouais pas mal au basket. Quand vous êtes arrivé à Paris, vous avez décidé d'aller tous les jours en métro à la Sorbonne pour étudier donc la littérature française et le français. En tout cas, c'est connu et c'est prouvé de manière neuroscientifique que apprendre une deuxième langue, en tout cas d'être bilingue, ça impacte énormément votre cerveau. Ouais. Et ça joue sur, par exemple, le cortex préfrontal. Puis le bilinguisme est associé à une flexibilité cognitive et à une meilleure maîtrise de l'attention. Des choses qui, évidemment, j'imagine, impactent sur le terrain. Moi, je suis certain qu'avoir appris le français en même temps et qu'être bilingue, ça vous a aidé sur le terrain d'une manière ou d'une autre et ça vous a rendu, en tout cas, vous donner ce petit plus. Est-ce que vous avez vu une différence avec, une fois que vous avez commencé à devenir bilingue, sur votre adaptation sur le terrain, vos réactions, vos prises de décision plus rapides? Ma première université, c'était l'histoire.
Donc l'histoire de la France, je ne parlais pas français. L'anglais, je ne maîtrisais pas non plus. Donc apprendre une autre langue, pour moi, c'était une découverte, une deuxième langue. D'abord pour mieux me débrouiller avec mes coéquipiers. Mais vite fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus que ça. Apprendre la langue, déjà, c'était quelque chose de rentrer dans l'histoire, dans la culture de notre pays. Et je crois qu'au fond de moi, c'est ça que je cherchais quand j'ai choisi, par exemple, Paris, la France et Paris Saint-Germain. C'est parce que, bon, il y avait cet intérêt historique. En Italie, il y avait des clubs italiens et espagnols qui venaient, qui étaient intéressés. Et moi, je savais que là-bas, je n'aurais pas le temps de faire peut-être la même chose que je faisais ici. Donc, j'étais capitaine de l'équipe nationale du Brésil, je prenais le métro pour aller au cours. C'est quelque chose d'inimaginable aujourd'hui. Je crois d'une façon inconsciente, je cherchais à ça. Puis vous avez parlé de stimulation, vous avez envie de sentir en tout cas une sorte de stimulation intellectuelle, peut-être similaire à votre frère qui a envie de faire médecine en même temps que jouer au foot. C'est un bon parallèle. Je crois que le fait de venir ici, pour moi, c'était une université. Je prenais des cours de français, j'allais au musée. C'était le français et la civilisation française. On me demande toujours des jeunes Brésiliens qui viennent en Europe, dans d'autres pays, aux États-Unis. Il y a des conseils, allez, apprenez une deuxième langue, vite, ça va vous aider en tout. Ouais. Vous allez très bien vous entendre avec mes parents, hein. Ils m'ont dit la même chose. Vous avez parlé donc de jeunes Brésiliens qui viennent vous voir, de gens qui viennent vous voir souvent. Vous êtes quand même une icône, vous êtes quand même une figure reconnaissable, quelqu'un que les gens aiment, mais ça n'a pas toujours été le cas. C'est connu que les interactions sociales positives aident le cerveau. Elles stimulent les voies de récompense du cerveau, ce qui permet la libération de certains neurotransmetteurs comme la dopamine ou l'oxytocine, ce qui permet de favoriser les sentiments de bien-être et de liens sociaux. Mais à l'inverse, les sentiments négatifs et les interactions négatives mènent au stress et à l'anxiété. Ça m'intrigue de savoir comment est-ce que vous avez navigué en fait sur ce roller coaster émotionnel. Moi, je fais déjà plus de 200 conférences pour des sociétés. Et je commence toujours avec cette réflexion qui nous, on a vécu une carrière entière, donc avec un début, milieu, des hauts, des bas, d'apprentissage, et aussi une fin qui normalement on vit en 40 ans, on vit en 15 ans. Et avec toutes ces émotions aussi comprimées et aussi beaucoup plus intenses. Donc toutes les tristesses ou des joies ou d'amour qu'on vit dans toute une carrière, n'importe laquelle, en 40 ans, 50 ans, peut-être plus parfois, on vit tout ça en 15 ans. Mais c'est la même intensité des 50 ans en 15 ans. Donc ça montre cette intensité. Donc il y a déjà quelque chose à travailler là-dessus, c'est pour aider les athlètes dans la transition. Moi, je me considère quelqu'un qui a eu une bonne transition, mais c'était pas facile. On va chercher ailleurs. Et c'est rarement on va trouver, sauf si on est un entraîneur. C'est fou aussi ça. Mais c'est 1% des athlètes qui arrivent à trouver un métier qui a la même intensité. Quand on travaille le corps pour être en forme, et il faut que tu arrives à faire des efforts très très vite. La fréquence cardiaque va tout en haut. Et quand on arrête un effort, si on arrive à revenir en naturel assez vite, c'est parce qu'on est en forme. Et de l'autre côté émotionnel, c'est la même chose. Donc si tu as une grosse déception et tu mets 1 mois ou 2 mois à revenir, t'es mort dans ta carrière. Donc tu apprends aussi à gérer ces côtés émotionnels. Bon, il y a ceux qui n'arrivent pas à gérer. Ils n'arrivent pas. Bon, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'athlètes qui ont super talent, mais qui n'arrivent pas. Moi, je me considère quelqu'un de privilégié d'avoir vécu, d'être joué à 50 000 personnes ici au parc. J'ai joué au Morumbi à 120 000 personnes, au Maracanã, 90 000 personnes. Et je raconte le moment que j'ai vécu, quand j'ai tiré un penalty, une finale des Champions League en Amérique du Sud, qu'on appelle Copa Libertadores là-bas, avec 100 000 personnes, en restant 3 minutes pour la fin. Si je marque, on gagne. Si je marque pas, on perd une finale inédite. Raí é quem vai para a cobrança. Vai o São Paulo para a primeira cobrança. Raí já fez uma no tempo regulamentar. Quand il y a le penalty, il y a 120 000 personnes qui crient, plus mes coéquipiers aussi qui commencent à célébrer. Moi, j'étais le seul qui n'a pas célébré parce que c'était moi qui devais tirer. Donc, tout le monde célèbre comme si c'était déjà fait, mais c'était pas encore fait. Donc, je mets la balle sur le terrain. J'ai fait 3-4 pas en arrière. Et du coup, il y a une sorte de, pas un silence total, mais un silence
qui attend, attentif. Donc là, je me suis rendu compte que plus impressionnant que 120 000 personnes qui crient, c'est 120 000 personnes qui attendent ce que tu vas faire là. Scoponi no gol. Lá vai Raí, pé direito, bateu. Gol! É do São Paulo, é do futebol brasileiro, Raí. Heureusement, j'ai marqué, on a gagné, mais je te donne un exemple concret des émotions et là, donc, bien sûr qu'il y a l'entraînement. Plus tu t'entraînes, tu te sens plus sûr et ça te donne, même si tu n'es pas le meilleur niveau émotionnel, si tu es en confiance dans sa technique, ça aide, ces compensations techniques et émotionnelles. Mais s'il y a un déséquilibre entre les deux, ça ne va jamais marcher. Donc, c'est un exercice quotidien. Même si récemment le stigmate autour de la santé mentale dans le sport commence à s'améliorer et donc c'est un peu moins tabou et il y a plein de sportifs qui commencent à sortir, qui en parlent, ça reste quand même quelque chose qui est assez peu exploré et dont on parle pas souvent. Et je me demandais, quand vous avez pu voir votre frère jouer, si vous avez vu l'aide qu'il a peut-être potentiellement pu recevoir ou pas. Déjà, il y a une grosse différence entre ma génération et la génération d'aujourd'hui. Et bien sûr, petit à petit, un changement, ça se passait petit à petit. Mais dans ma génération, je voyais pas mal ces côtés, quand on partait jeune de chez soi pour aller habiter dans un club, vivre dans un club. Et cette montre d'accompagnement émotionnel, ça a gâché pas mal des carrières. Aujourd'hui, les joueurs vivent avec des casques, chacun dans son coin. Les joueurs vivent plus souvent des moments de solitude, renfermés. Ouais. Je m'appelle, par exemple, en Coupe du Monde 2006, le Brésil, l'équipe nationale du Brésil, avait là l'effectif le meilleur de tout le temps. Donc il y avait Kaká, Adriano, Ronaldinho, Ronaldo, Roberto Carlos, Juninho. Bon, il y avait tout ce qui... Dans tous les postes, il y avait 2-3 génies de foot. Ils ont fait une super préparation. Ils battaient tout le monde. Et la Coupe du Monde, ça n'a pas marché. On perd contre la France. Mais on a fait pas des grands matchs. Ça. La préparation, donc c'était tellement bon qu'on n'a pas préparé comme il fallait. Mais c'était la première Coupe du Monde. Ça montre ce changement des comportements où les joueurs ont demandé des chambres individuelles. Par culture ou par économie, dans le passé, on 2, 3 dans une chambre quand on partait. Chez les jeunes, il y avait 4, 5. C'était fraternel. Exactement, ils en étaient plus. Et là, c'était les joueurs qui ont demandé. Chacun avait plus de moyens. Donc, chez lui, il y avait son coin. Donc, ça n'a pas marché. Et je crois que cette tendance d'être un peu plus enfermé, un peu plus dans sa vie. Aujourd'hui, tous les joueurs arrivent au vestiaire et ils prennent son téléphone. Quand on parle aujourd'hui des réseaux sociaux, parfois, tu as une communication avec le public qui est différente de celle du public qui est au stade. Donc, le côté de santé émotionnelle dans cette génération en général, pour moi, c'est un sujet beaucoup plus évident. Ça a été toujours, mais c'est beaucoup plus évident aujourd'hui. Et pour un joueur qui doit performer dans un court espace de temps, c'est encore plus important. Ce qui est très fort avec l'équipe de France de Didier Deschamps, les 2 dernières Coupes du Monde, l'Euro aussi, c'est que ce qu'il essaye de créer, c'est un groupe avant une équipe. Et donc les joueurs, en tout cas quand on voit les vidéos YouTube, on les voit ensemble, on a vraiment l'impression de voir une bande d'amis. Et je pense que ça a fait leur force dans les 2 dernières Coupes. Oui, ça, aujourd'hui, je crois que ça peut faire toute la différence. Moi, personnellement, par exemple, j'étais beaucoup plus timide avant le sport. Comme j'étais timide, je vivais dans de petits groupes. Et dans le sport, j'ai vécu toujours avec 30 personnes. J'étais obligé à échanger. Et donc, ça m'a aidé. Donc, aujourd'hui, on a plutôt, si on ne fait pas attention, comme les hommes d'équipe de France, on a tendance à que les gens s'enferment. Moi, j'ai envie de montrer que le cerveau peut faire du bien au sport aussi. Et que se sentir bien dans sa tête, que se sentir bien dans son corps, ça va permettre justement d'être meilleur. Et donc, moi, ça m'intrigue de savoir comment vous rappelez de grands moments de votre carrière. Parce que vous avez parlé du penalty en finale de Copa Libertadores. Est-ce que vous vous souvenez d'où vous l'avez tiré? J'essayais de décider où j'allais tirer au dernier moment. Mais j'avais un côté où je savais que j'étais plus confiant, que je dirais d'une façon plus précise, avec la force qu'il fallait. Et donc j'avais un côté que c'était toujours le côté croisé. Ça arrive souvent, mais il y a d'autres joueurs qui préfèrent d'autres façons.
Mais à l'entraînement, je sentais que c'était le coin où il y avait plus de réussite. C'est ça le secret du penalty. Donc, il a la difficulté aussi d'attendre aux dernières décimes des secondes pour voir si le gardien il part avant ou pas. On tire un peu de 2 pénaltys, on tire aussi contre le goal. C'est-à-dire qu'on peut tirer le plus grand penalty du monde, si lui il est dessus, il est dessus. Et donc il faut aussi avoir cet aspect mental, cet aspect de... comme un peu une partie d'échecs où on joue contre le goal et on a envie de savoir 2-3 coups à l'avance où est-ce qu'il va aller, où est-ce que vous allez aller, un jeu de regard avec le public, avec les coéquipiers. Socrates disait ça. Moi, je n'étais pas tout à fait d'accord. Mais lui, il a loupé un penalty important. C'était la Coupe du Monde 86 contre la France. C'était le tir au but. Il avait marqué un penalty avant. Mais lui, il disait qu'il jouait sur l'émotionnel du gardien. Faire en sorte que le gardien, qui est aussi, on ne pense pas jamais, mais le gardien aussi, il est anxieux. Et parfois, il part avant et donc, il essayait de jouer sur le côté émotionnel de gardien. Et donc, il y a ces regards, le fait que tu marches vers le ballon en regardant le... Un peu de transférer la pression au gardien au lieu de la... Exactement. Lui, il y avait cette théorie. Bon, c'est vrai qu'il a marqué 99% de penalty qu'il a marqué, donc il était fort là-dessus. Moi, j'admire beaucoup parce que quand tu vois le penalty qui Zidane fait en finale de Coupe du Monde, pour moi, c'est un fou. Moi, je ne serais jamais un truc comme ça. C'est telle confiance, sa technique et sa confiance dans le match aussi qui touche en plus la barre en plus. Les gens, quand ils l'ont vu partir, ils ne pensaient pas qu'elle rentrait. Ils se sont dit, ah non, et puis elle rentre et c'est le penalty de Neymar, par exemple. C'est incroyable, la réussite. Comme il joue avec le regard, le gardien, moi, je n'ai jamais frappé comme ça, doucement. Doucement. Moi, une petite passe. En fait, c'est une façon de narguer le gardien. Et ça montre aussi le contrôle émotionnel. Il attend notre dernière minute. Bien sûr qu'il y a la technique, parce qu'il faut presque que tu touches le ballon sans regarder le ballon. C'est aussi, mais c'est un jeu émotionnel. Est-ce que vous voulez revoir des images de la Coupe du Monde 94, du penalty que vous avez marqué, et me dire encore une fois, peut-être à travers, on va voir un peu comment vous avancez vers la balle, comment vous tirez, vous me dites ce que vous avez ressenti dans le moment. L'action de penalty, je ne me rappelais pas. C'était Romario. L'action du penalty, c'est ça. Donc là, il fait faute, on va revoir. Est-ce qu'à ce moment-là, vous commencez à célébrer ensemble parce qu'il y a penalty et que vous savez, vous, d'imaginer que vous ne célébrez pas, mais beaucoup... Oui. Ils ont célébré, tu veux. C'est là même avant le penalty et derrière. Parfait. Ouais. Le gardien va d'autre. Je suis fier parce qu'il y a plein de choses qui passent dans la tête. Ouais. Je me rappelle c'était le match d'ouverture. J'étais numéro 10, capitaine. Donc le premier pas que j'ai fait sur le terrain, il y a tout un film qui revient. Je me rappelle que dès que je marche le premier pas sur le terrain, il y avait tout le stade en vert et jaune. et moi, j'ai fait... C'est vrai que ça, on a l'impression que toute l'histoire revient, ça passe un film dans la tête. Et le penalty, c'est ça qu'il y a des moments, on ne se rend pas compte, mais parfois on en pense, on ne devait pas penser à ça, mais il y a des moments que tu sais qu'il va rentrer pour l'histoire, surtout si tu loupes. Dans ce cas-là, si tu marques en finale et on est champion, ça va marquer aussi. Mais si tu loupes un penalty en Coupe du Monde, ça va rester pour l'histoire. Ça, c'est une chose qui est très difficile à gérer dans le sport. Et aujourd'hui, beaucoup plus, parce qu'il y a la couverture des médias et des films, tout ça, il y a beaucoup plus d'images. Donc, si tu loupes un penalty, c'est une chose que les gens vont te parler pour toute ta vie. Est-ce que porter le maillot du Brésil, justement, avec ce brassard, est-ce que ça vous souvenez peut-être des légendes qui sont passées avant vous? J'en citais quelques-unes, Pelé, Jairzinho, votre frère Socrates. Oui, il y a deux anecdotes assez intéressantes. La première, c'est quand la première fois que j'étais appelé pour l'équipe nationale, j'avais 21 ans. J'ai joué dans une petite équipe, donc c'était inattendu. Donc pour moi, c'était presque vraiment un rêve. Donc j'arrive, mon premier match était à Wembley, en Angleterre, donc c'est un lieu aussi mythique. Et j'arrive en Angleterre 3 jours avant le match. On prenait un entraînement quand je mets l'uniforme d'entraînement. Et je regarde dans le miroir. Avant, il n'y avait pas la selfie. Moi, je prends l'appareil photo, donc je prends la photo du miroir.
c'était très mauvais parce que le flash est parti. Donc pour y croire, il faut que j'enregistre ça. Et un autre, c'était quand j'étais au vestiaire. Là, j'étais déjà comme capitaine. C'était un tournoi aux États-Unis. J'ai pris mon maillot, c'était une coïncidence incroyable, mon maillot numéro 10. Et quand je vais le mettre, il y a Pelé qui rentre au vestiaire. Waouh! Qui était le numéro 10. Ah, donc je prends le maillot, je jette, c'est toi, ça. C'est toi, c'est pas moi, j'ai pas le droit de le faire. Et lui dit non, c'était bien représenté, tout ça. Donc mais c'est des anecdotes qui démontrent un peu de ceux qui ont raison, mais la fierté, bien sûr, d'être capitaine de l'équipe nationale. En parlant de Brésil, même, ça m'intéresserait de savoir qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle génération avec Rodrigo, Vinicius, mais surtout avec Endrick qui est tellement jeune et tellement fort déjà. Ouais. Est-ce que vous avez excité de les voir jouer en tout cas? Là, j'étais en finale de la Ligue des Champions et j'étais tellement content pour eux, pour Rodrigo, pour Vinicius. Et en plus, c'est des gens bien de mon état d'esprit. Dans le cas de Vinicius, qui a cette force de lutter contre le racisme, on sait que c'est pas évident. Il y a un poids en plus pas négligeable, pas du tout. Pendant un certain moment, on a eu un problème d'identité parce que l'équipe nationale du Brésil, c'était toujours un symbole. Et comme les joueurs partaient très jeunes, les joueurs parfois venaient jouer et il n'y avait pas cette identité avec les supporters, le maillot. David Luiz, par exemple, il est venu au Portugal, il n'avait jamais joué dans un pro au Brésil. Et donc il y a plein de joueurs comme ça qui sont venus avant d'arriver qui n'avaient pas d'identité avec les supporters. Mais les dernières 3-4 ans, au Brésil, il n'y avait même pas d'entraîneur. Donc c'est très mal géré. La preuve, c'est qu'on n'est pas qualifié pour les Jeux Olympiques, le foot masculin, donc c'est une preuve. Mais ce n'est pas un manque de talent, c'est un manque d'organisation, de gestion. Et on espère que ça va aller mieux. Ils ont essayé Ancelotti pour l'équipe nationale du Brésil, disant il faut un bon entraîneur. Et aujourd'hui, on a un bon entraîneur, on va voir s'il arrive à rassembler la Vous parliez donc de patriotisme, de souvenir de ce que c'était le Brésil, d'avoir joué là-bas. Et donc, comme je disais avec Endrick et puis beaucoup d'autres jeunes joueurs brésiliens, maintenant viennent souvent en Europe après avoir joué au Brésil. Est-ce que vous pensez que ça va rapporter cette sorte de, je ne vais pas dire patriotisme, mais donc cette envie de jouer pour le Brésil? Est-ce que ça représente le Brésil? Cette jeune génération, ils ont une personnalité incroyable, parce que c'est pas facile d'arriver au Real Madrid, de s'imposer. Vinicius a 17 ans, Rodrigo la même chose, et maintenant c'est Endrick qui va. Donc aujourd'hui, Endrick a 16 ans. Il était champion du Brésil, il était un des principaux joueurs de Palmeiras. Ils s'y forment d'une façon plus solide, et ils arrivent à s'imposer dans des ambiances très très dures. Et donc il y a tout pour former une belle génération, pour devenir champion du monde peut-être. Mais il y a ce côté d'incarner l'âme de l'équipe du Brésil. Donc il faudra une intelligence émotionnelle, parce que la pression, ils savent le gérer. Donc pour eux, c'est pas un problème. Mais après, comment ils peuvent lire et aussi connecter avec cette fierté brésilienne de l'équipe nationale. Et là, c'est des choses qu'ils connaissent moins. Personnellement, moi, je suis né après la dernière victoire en Coupe du Monde du Brésil. J'ai réussi à vivre du coup celle de 2018 en France. Et c'est vrai que de voir son équipe gagner la Coupe du Monde, ou de voir son équipe gagner un trophée comme ça et devenir championne du monde, ça crée une fierté nationale, c'est sûr. Donc est-ce que vous pensez que, par exemple, Endrick ou les joueurs comme ça, qui n'ont pas vraiment vécu la dernière victoire en Coupe du Monde, est-ce que vous pensez que ça impacte leur approche? Pour le Brésil, on parlait de l'importance de foot au Brésil et de gagner la Coupe du Monde. Quand on gagne en 1994, on avait passé 24 ans sans gagner une Coupe du Monde. Et c'est vrai qu'il y avait à côté d'autres estimes des Brésiliens qui étaient touchés. Parce que c'était la première chose qui en était numéro 1 du monde, c'était au foot. Donc il y a une responsabilité presque de remettre le foot brésilien en première, parce que ça a un impact sur la fierté du peuple même. Et je me rappelle quand ici 98, l'impact qu'il y a eu, le fait de devenir, la France devient la première fois champion du monde en jouant à la maison. C'était quelque chose qui a un impact sur tous les sports. Au foot, on ne dit même pas, on commençait à faire toutes les finales et gagner des euros et tout ça. Mais dans des sports, donc ça montre aussi
qui a un impact sur la société. C'est vrai qu'il y a eu un impact, en tout cas en 98, mais en 2018, en 98 avec le mouvement Black Bomber, avec l'idée en fait socialement, économiquement, 98, touriste, ça a tellement aidé en tout cas la France en tant que pays, de manière économique, de manière sociale, de manière politique. Il y avait un intellectuel brésilien qui adorait le foot. Et lui, il disait, le foot, c'est la chose la plus importante parmi les choses qui ne sont pas importantes. Et on a des drames, il y a des blessés, des expulsés. Il y a fait le plus petit qui gagne le plus grand. Et chaque match, c'est une histoire différente. Et ça passionne les gens. Ouais. C'est une chose que je me rappelle depuis que j'ai commencé au foot, tout le monde disait à un moment donné, ça va arrêter, ça devient trop business. Ça, c'est vrai. Il y a plein de choses qui c'est vrai, qui est négatif dans le foot. Mais la passion n'a jamais diminué. Ouais, c'est inexplicable. C'est le contraire. Aux États-Unis, en Chine, au Japon, ça a élargi le... de plus en plus. C'est magique, c'est le côté magique de foot. C'est ça. Vraiment ravi de vous avoir eu, un peu parler avec vous. Et j'espère que je suive le Brésil de près et on se reparle après la prochaine Coupe du Monde. D'accord, merci. Merci beaucoup.